Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, Nathalie Manteau, je suis diététicienne nutritionniste, à la fois à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc à côté de Versailles, et à Évreux dans l'Eure. Dans le cadre de mon DU sur les troubles des conduites alimentaires des enfants et des ados, j'ai pu travailler pas mal sur cette thématique de l'ARFID ou des troubles alimentaires pédiatriques chez les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, c'est à ce titre qu'avec le docteur Turc, on va vous présenter une présentation autour de cet sujet-là, donc avec le double point de vue de la diététicienne nutritionniste que je suis et de la pédopsychiatre qui est le docteur Turc. Nathalie, il y a juste une question là, du coup, on peut y Ouais, répondre tout de suite. Il y a quelqu'un qui demande, où est-ce que tu as fait ton DU? alors j'ai fait le DU qui est porté à la fois par la FFAB, donc la Fédération française anorexie boulimie, et l'université de Rouen. C'est un DU qui est de septembre à juin-juillet, et qui couvre une bonne partie, des troubles du comportement, enfin des conduites alimentaires, un petit peu l'ARFID, mais c'est pas forcément le trouble qui est le plus développé. Mais après, tout ce qui va concerner l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique, tout ça, c'est des troubles qui sont, abordés dans ce DU. Aujourd'hui, la façon dont on a essayé d'aborder un petit peu la thématique des troubles du comportement alimentaire, de l'ARFID, des troubles alimentaires pédiatriques et des TSA, enfin du TSA, chez l'enfant et l'ado, c'est à travers, l'histoire de Lucas, qu'on va essayer de vous raconter au fur et à mesure de la naissance jusqu'à l'adolescence, pour qu'on vous puissiez justement, voir un petit peu, les différentes formes d'expression, et puis aussi, finalement, qu'est-ce qui peut amener à la situation de Lucas, qui que, qu'on peut rencontrer, peut-être un petit peu, plus tard. Je vais présenter le docteur Turc le temps qu'elle arrive. Donc le docteur, Amandine Turc, elle est pédopsychiatre, chef de pôle, au nouvel hôpital de Navarre à Évreux, et puis, psychiatre à l'hôpital de la Croix-Rouge à côté de Rouen. Et elle, intervient justement dans le service de nutrition en coordination avec le centre régional de TCA, de Haute-Normandie. Et donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, diététicienne à Saint-Quentin et à Évreux. Donc, Lucas, puisque c'est lui qu'on va suivre tout au long de notre parcours. En fait, Lucas, il a aujourd'hui 15 ans. Son histoire avec la nourriture, elle a commencé dès sa naissance, et c'est un petit peu ça, qu'on va essayer de vous raconter aujourd'hui, à travers le suivi donc de son parcours avec les troubles alimentaires qui évoluent depuis qu'il est tout petit, et qui va avoir du coup un impact sur, son alimentation, à l'adolescence. Hop. Donc déjà, on va commencer par, le tout début. Lucas, quand il était tout bébé, entre 0 et 2 ans, en fait, manger, ça faisait mal. Lucas, c'est un enfant qui est né prématuré à 33 semaines d'aménorrhée et qui a souffert pendant les 8 premiers mois de sa vie, d'un reflux gastro-œsophagien sévère avec une œsophagite. Dans tout ce contexte-là, Lucas, il a dû avoir une sonde nasogastrique temporaire pour l'alimenter pendant un certain nombre de mois. Heu, Par la suite, quand on a justement essayé, de sevrer, Lucas de cette sonde nasogastrique, le sevrage, il a été difficile, avec une introduction des solides qui s'est révélée, très laborieuse. Globalement, si on devait caricaturer un petit peu ce qui s'est passé pour Lucas, en fait, les textures grumeleuses, ont été systématiquement rejetées par Lucas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la diversification, on peut introduire, des purées avec des morceaux ou des compotes qui sont plus ou moins lisses. En fait, toutes les textures qui n'étaient pas strictement, lisses, ont été, refusées, de manière assez musclée par Lucas. Donc ça, c'était au moment de la diversification et un petit peu plus tard. Et puis, vers l'âge de 18 mois, on a pu observer chez Lucas une néophobie alimentaire très marquée, avec un refus, «définitif» entre guillemets, en tout cas, très très net, de goûter à de nouveaux aliments. Alors, si on fait une petite pause déjà dans l'histoire de Lucas, on va faire un petit arrêt sur image et on en fera plusieurs. En fait, dans la situation de Lucas telle qu'elle est décrite ici, on peut tout à fait penser à ce qu'on appelle un trouble alimentaire pédiatrique.
Alors, qu'est-ce que c'est que le trouble alimentaire pédiatrique? Ben, en fait, le trouble alimentaire pédiatrique, c'est un trouble qui va toucher les enfants entre 0 et 6 ans et qui va être caractérisé par une perturbation de l'alimentation qui va durer plus de 2 semaines. Et cette perturbation de l'alimentation, en fait, elle est appréciée par le fait que l'alimentation devient inadaptée par rapport à l'âge de l'enfant. C'est vraiment en comparaison avec ce qui serait l'alimentation d'un enfant, j'allais dire, classique au même âge. La plupart du temps, le trouble alimentaire pédiatrique est associé à une cause organique qui va être la plupart du temps, là aussi, à l'origine de la problématique. Un reflux gastro-œsophagien, globalement un trouble digestif au sens un peu plus large, peut souvent être un précurseur entre guillemets du trouble alimentaire pédiatrique. Ça peut être aussi des allergies, ça peut être également des troubles de la déglutition ou des séquelles d'une prématurité, en particulier s'il y a eu un passage en néonate avec justement une sonde nasogastrique. Le trouble alimentaire pédiatrique, en fait, pour pouvoir le repérer et l'explorer, il y a 4 domaines particulièrement intéressants à essayer de creuser. Donc, il y a le premier domaine dont on a un petit peu parlé qui va être le domaine médical. Est-ce que l'enfant va souffrir d'un reflux gastro-œsophagien ou d'une problématique digestive? Est-ce qu'il va avoir des allergies alimentaires? Ça peut être aussi des problématiques de motricité au niveau de la sphère orale, puisque certains enfants peuvent avoir des difficultés avec la langue, avec la question de la mastication, de faire voyager les aliments à l'intérieur de la bouche. Donc ça aussi, ça peut être parfois à l'origine d'un trouble alimentaire pédiatrique. Le deuxième domaine à explorer, c'est le domaine nutritionnel. Puisque nutritionnellement, le fait d'avoir une alimentation qui peut être très sélective ou qui peut être limitée en termes de quantité peut avoir un impact sur la croissance. Et sachant que sur les enfants, on va parler de la croissance en termes de taille et de poids. Et puis, peut aussi également engendrer des risques ou des carences ou des excès avérés. On peut également avoir intérêt à observer les compétences alimentaires, puisqu'on a vu que dans la définition du trouble alimentaire pédiatrique, il y a vraiment cette notion que l'enfant a une façon de s'alimenter qui est différente d'enfants de cet âge-là habituellement. Donc, ça peut être des difficultés de succion, de mastication, de déglutition, qui peuvent du coup paraître inappropriées pour l'âge. Et puis, la plupart du temps, le quatrième domaine à explorer, c'est le domaine psychosocial, puisque ces difficultés alimentaires peuvent avoir un rôle dans le lien de l'enfant avec son environnement, à la fois en rendant les repas conflictuels. En tout cas, la question du repas le moment du repas, pardon, devient un moment difficile. Il peut y avoir le développement d'une anxiété familiale ou d'un stress parental intense, avec des repas qui deviennent vite un petit peu justement compliqués. Et puis, ça peut également entraîner des difficultés en collectivité, en particulier en crèche, pour les tout petits, puisqu'on est pour l'instant au tout début de l'histoire de Lucas. Voilà, ces enfants pouvant avoir des difficultés avec justement les repas en collectivité. Pour ce qui concerne Lucas, à l'âge de 2 ans, finalement, Lucas, il coche un certain nombre de cases, entre guillemets, qui peuvent faire penser à un trouble alimentaire pédiatrique. On a vu qu'il avait souffert et qu'il souffrait quand il était petit d'un reflux gastro-œsophagien actif qui avait nécessité des traitements. Nutritionnellement, si on observe son carnet de santé, on voit une cassure de sa courbe de poids avec une alimentation qui non seulement est insuffisante en quantité pour permettre justement cette croissance staturo-pondérale normale, mais qui est également déséquilibrée. En termes de compétences alimentaires, toutes les textures grumeleuses sont refusées avec certaines difficultés de mastication. Et puis derrière, le retentissement psychosocial, c'est que sa maman, elle est dans une situation de stress par rapport à l'alimentation de Lucas qui est qui est majeure. Et puis les repas sont devenus un vrai champ de bataille. Donc, on va reprendre l'histoire de Lucas, on va continuer un petit peu notre film. Et puis, l'enfance de Lucas va être marquée par le fait que les difficultés organiques vont disparaître. Pour autant, les comportements de restriction vont rester.
Entre l'âge de 3 et 7 ans, en fait, pour Lucas, on est un petit peu dans ce qui paraît pour les professionnels de santé une zone grise, avec un espèce de paradoxe un peu déroutant dans le sens où le reflux gastro-œsophagien, il a été adressé. Il a été traité. En termes de bilan somatique, tout est revenu à la normale. En tout cas, il n'y a plus de difficultés particulièrement dans le fonctionnement du corps de Lucas. Et pour autant, en fait, dans son répertoire alimentaire, Lucas n'a que 6 ou 7 aliments qu'il va accepter. Alors, des aliments un petit peu types comme les pâtes nature, le pain blanc, la compote, dans la mesure où elle est très très lisse, les nuggets, ça fait aussi partie un petit peu des aliments qu'on retrouve souvent chez des enfants avec un petit peu ce profil, et puis le yaourt nature lisse. Donc globalement, si on écoute bien Lucas, il verbalise ses peurs, c'est-à-dire que même à un âge relativement précoce, en fait, il est capable d'exprimer que ça va le faire vomir, que c'est dégoûtant, pour autant, avant même d'avoir été vraiment exposé ou de sentir les aliments en tant que tels. Oh, pardon, je suis partie un peu vite. Donc, à cette étape-là, on assiste un petit peu à l'évolution et au passage d'un réflexe de protection. Manger me fait mal, donc je vais restreindre mon alimentation à ce que je pense qu'il me fera pas mal, à un réflexe qui va être cristallisé, c'est-à-dire que la cause organique, c'est-à-dire dans le cas de Lucas, le reflux, a disparu. Mais se sont installées des représentations cognitives qui deviennent des automatismes et en fait, l'évitement alimentaire qui était au départ lié à des ressentis négatifs va devenir automatique et indépendant de la douleur qui n'existe plus, mais qui a été quelque part un petit peu internalisée. Donc, le panel alimentaire est restreint, expose Lucas à un risque de carence à moyen ou à long terme. Donc là, typiquement, si on reprend le panel un petit peu, Nathalie, juste t'interromps 2 minutes, parce que du coup, le docteur Turc est arrivé. ça marche. Oui, non, je remercie beaucoup Nathalie, je la laisse poursuivre et puis je prendrai la suite après, hein. J'ai eu un petit souci, mais je remercie beaucoup Nathalie d'avoir débuté. Ça marche. Merci. Donc le panel alimentaire de Lucas, si on reprend un petit peu ce qu'il mangeait jusqu'ici, en fait, les principales carences, par exemple, sur lesquelles on pourrait se questionner, ça serait déjà dans un premier temps la carence en acide folique, qui est assez, voilà, qui représente un risque assez fréquent pour les enfants qui mangent très peu de fruits et très peu de légumes. Et puis, par exemple, si la consommation de yaourt elle est relativement faible, on peut imaginer que, en termes de produits laitiers, la carence en calcium peut aussi être quelque chose à surveiller. Et je crois que c'est justement à ce moment-là Que que j'interviens, Amandine, ça tu tombe prends le bien, relais. on est parfaitement ajusté. Merci beaucoup Nathalie. Du coup, donc l'idée, c'est que cette prise en charge, elle est complexe puisqu'elle va faire intervenir différents corps de métier, différentes professions médicales. Et donc Lucas arrivera en pédopsychiatrie à l'âge de 9 ans pour un refus alimentaire majeur avec une perte de poids significative. Et puis ce qui va alerter en pédopsychiatrie, c'est l'évitement social massif de cet enfant qui refuse d'aller aux anniversaires, qui ne va plus à la cantine, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs invité aux anniversaires. Et en revanche, il n'a pas de préoccupation pondérale ou corporelle. Et il dit: «Je sais que c'est pas dangereux, mais dans ma tête, c'est non». Je vais laisser du coup Nathalie d'avancer dans le PowerPoint. Alors moi, j'ai pas la suite du PowerPoint. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, hop. Merci beaucoup. Et donc le diagnostic va être posé d'un trouble du spectre de l'autisme avec un ARFID et ce sont 2 troubles qui sont en fait assez régulièrement intriqués. Alors l'autisme de haut niveau, donc c'est son cas, c'est un autisme donc avec, des stratégies de camouflage importants, un profil plus discret et donc repérable plus difficilement, donc diagnostic souvent plus tardif. Dans son cas, c'est encore assez tôt, c'est un garçon, c'est plus souvent, effectivement dans l'enfance ou l'adolescence que le diagnostic va être posé chez les garçons. Chez les femmes, on pourra en discuter, après la présentation, ça peut être beaucoup, beaucoup plus tardif, dans des formes, pourtant assez similaires. L'ARFID, lui, il est constitué donc par des évitements sensoriels massifs, par une peur anticipatoire de vomir, et aussi par un retentissement, nutritionnel avec un déficit pondéral et psychosocial majeur puisque c'est un enfant qui s'isole beaucoup. On peut passer à la suite. Alors qu'est-ce que l'ARFID? Donc en anglais, c'est Avoidant Restrictive Food Intake Disorder.
Ce que ça veut dire qu'il y a un trouble de l'évitement ou de la restriction de la prise alimentaire, une restriction alimentaire avec un retentissement sur la vie sociale et sur la santé. Et c'est différent des troubles des conduites alimentaires classiques que sont l'anorexie mentale, restrictive ou mixte, la boulimie nerveuse ou encore l'hyperphagie-boulimie, parce qu'il n'y a pas de préoccupation sur le poids ou la silhouette. Ce n'est pas le regard social qui va être important dans ce trouble. Et donc, il y a 3 moteurs principaux qui sont d'abord le faible intérêt. C'est des enfants qui n'ont pas d'intérêt pour la nourriture, qui ne réclament pas à manger. Si on ne vient pas les stimuler ou les amener au repas, ils peuvent tout à fait, oublier de manger. En tout cas, ils n'ont pas d'appétence pour ça. Et puis, il y a un évitement sensoriel qui est associé, texture, odeur, couleur, température, qui peuvent être perçus comme, intolérables. Et souvent, c'est associé à des peurs de s'étouffer, c'est très fréquent, de vomir ou encore d'avoir mal au ventre. On a vu que ces peurs, ça peut être associé à, des éléments concrets qui ont pu avoir lieu par le passé, comme des inconforts digestifs ou même parfois avoir pu s'étouffer, du fait de la dysphagie. Donc, le but, c'est d'identifier le profil pour adapter la prise en charge. C'est pas la même chose d'avoir un profil plutôt sensoriel ou un profil plus centré sur l'anxiété, comme la peur de s'étouffer et de vomir, et parfois c'est les deux aussi. Donc, c'est important d'isoler quel est le profil en cause dans l'ARFID. Donc, l'autisme et l'alimentation, c'est un lien très fréquent, un lien qu'on ne faisait pas suffisamment par le passé. 70% des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ont des particularités alimentaires qui sont significatives. Et pour beaucoup, on a une hypersensibilité sensorielle au goût, aux textures, à l'odorat, qui peut être perçu comme très amplifié. Alors quand on parle d'hypersensibilité sensorielle, on parle beaucoup d'olfaction, parce que sur l'aspect gustatif, c'est parfois plutôt l'inverse. Et puis une rigidité cognitive et un besoin de prévisibilité, de manger par exemple toujours les mêmes marques d'aliments, d'avoir besoin que ce soit la même présentation, les mêmes couverts, le même type d'aliments et de manger par exemple à des heures fixes. C'est des choses qui vont aussi rendre plus difficile l'alimentation chez ces profils-là. Et donc tu reprends. Ouais. Et donc, pour Lucas, on voit vraiment que finalement, le profil ARFID et le profil TSA vont venir tous les deux se renforcer mutuellement. Si on parle par exemple des évitements sensoriels, qui peuvent être un des principaux, enfin un des 3 moteurs dans le cas d'ARFID, ben, en fait, ces évitements sensoriels peuvent être influencés par la sensibilité spécifique des enfants présentant un TSA. Donc là, pour le coup, seules les structures vraiment très lisses ou au contraire très craquantes vont être tolérées par Lucas. La peur de vomir, qui est liée, à son reflux dans la petite enfance, bah, aujourd'hui, les représentations, sont complètement, cristallisées, pour Lucas et donc ça va amener à, finalement, une peur qui reste là, même si, le trouble, organique est passé et puis, bah, la rigidité, qu'on peut aussi rencontrer, enfin qui fait partie des traits un petit peu, spécifiques, à l'autisme, peut être là aussi un facteur d'exacerbation de l'ARFID dans le sens où ça va rendre encore la chose plus compliquée. Il faudra que l'aliment, ça soit d'une certaine marque, présenté dans une certaine manière, à défaut de quoi on pourra observer des refus parfois complets. Alors, l'adolescence, effectivement, c'est une phase de transition à risque majeur, parce que le regard social, devient beaucoup plus prégnant, sur les adolescents. L'importance de faire partie du groupe, de trouver, les bons codes sociaux, c'est quelque chose qui va, concerner tous les adolescents et pas seulement les adolescents neurotypiques. Donc, à ce moment-là, l'image du corps va s'imposer comme quelque chose d'important. Donc à 13 ans, Lucas, il entre au collège et donc dans les premiers signaux qu'on va avoir, c'est qu'il va commencer à s'intéresser, à l'image, qu'on a de lui, et il se compare aux autres, ce qui est tout à fait normal pour son âge. Donc tout le monde mange normalement sauf, lui. Par exemple, il va se trouver trop maigre, il va avoir l'impression qu'il n'est pas assez viril, et il va regarder sur internet comment prendre du muscle rapidement ou prendre de la masse, via une alimentation, saine, ce qu'on appelle la bigorexie. Et donc à 15 ans, un petit peu plus tard, il y a une bascule et donc là, il va contraindre son alimentation d'une manière un peu différente, donc une alimentation qu'il veut absolument saine. Il veut être fit, comme il dit, prendre du muscle et donc il va passer d'une restriction qui au départ était plutôt sensorielle à une restriction qui va être intentionnelle et qualitative, donc éviter le gras, le sucre, les aliments ultra transformés et il va être de plus en plus préoccupé par son apparence physique, il va se regarder dans la glace, il va se peser quotidiennement et puis il va rechercher, à développer sa musculature.
Et donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est comment on bascule finalement du trouble alimentaire pédiatrique, ce que Nathalie vous a montré juste avant, à l'ARFID, et de l'ARFID vers d'autres troubles des conduites alimentaires. Alors, l'ARFID, déjà, ça persiste beaucoup. Entre 50 à 70%, ça va persister à l'âge adulte, donc ça c'est important de le savoir. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont prises en charge pour des troubles des conduites alimentaires qui s'avèrent en fait ne pas être des troubles des conduites alimentaires, mais plutôt des ARFID qui sont en fait dans une expression un peu différente à l'âge adulte. Et puis, on a une minorité d'ARFID en revanche qui vont aboutir à un trouble, un véritable trouble des conduites alimentaires. 3 à 12% sont les études, donc c'est assez faible, mais c'est pas inexistant. Et dans cette conversion, on va observer une majorité de conversions plutôt sur des formes restrictives, comme l'anorexie mentale, mais quand même, c'est environ 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, 1 quart, ça dépend des études. Mais là, on est plutôt 2 tiers, 1 tiers. Et donc, l'ARFID peut aussi aboutir à de la boulimie nerveuse et du binge eating disorder. Le délai moyen de conversion entre l'ARFID et le trouble des conduites alimentaires, c'est 5 à 6 ans. Le profil le plus à risque, ce sont les ARFID qui sont dans un manque d'intérêt pour la nourriture. C'est ceux qui ont le plus de risques d'aboutir à une forme restrictive, ce qui est assez logique. Alors, quels sont les signaux d'alerte ou en tout cas, quels sont les signes qui devraient amener à une consultation et qui devraient susciter l'intérêt? C'est déjà l'émergence d'une préoccupation autour du poids et de la silhouette, avec des comportements de pesée qui peuvent devenir automatisés et répétés, avec parfois des pesées plusieurs fois par jour. Et puis, la transition finalement de la restriction sensorielle à une restriction qualitative intentionnelle peut se matérialiser, par exemple, par un switch dans les aliments qui vont composer le panel alimentaire. Ça pourrait être, par exemple, dans le cas de Lucas, la disparition des nuggets, par exemple, s'ils sont perçus comme nutritionnellement Trop comment gras. dire, ouais, trop gras. Et donc pour poursuivre, il ne faut pas oublier aussi l'apparition de l'exercice physique compensatoire, hein, qui peut aussi apparaître pour brûler des calories, les distorsions progressives de l'image corporelle, hein, comme se trouver grosse, on appelle la dysmorphophobie, et puis l'évitement social alimentaire qui va s'intensifier, le refus de tout repas en dehors du domicile, par exemple. Donc en pratique, la difficulté, c'est à la fois comment repérer, c'est-à-dire quel type de trouble on a. Est-ce que c'est un ARFID, un TAP? Est-ce que c'est un un trouble des conduites alimentaires? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que, il y a un trouble neurodéveloppemental qui est quand même assez fréquent? Et puis ensuite, une fois qu'on a fait le diagnostic, vers qui on oriente? Ça, c'est un vraie autre question aussi. Pédopsychiatre, diététicien, ergothérapeute, orthophoniste, pédiatre et cetera. On va voir qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont entrer dans la boucle. Alors, pour repérer un trouble des conduites alimentaires au sens large, l'outil de dépistage de première intention, ça va être le SCOF. Donc le SCOF, c'est un questionnaire de 5 questions qui peuvent être posées à tout moment à un adolescent, par exemple, en consultation. Donc vous les avez ici à droite. Un score de 2, c'est-à-dire 2 réponses positives à ces 5 questions, évoque un risque de trouble des conduites alimentaires et justifie l'orientation vers un pédopsychiatre ou un médecin ou un centre spécialisé TCA. La limite du SCOF par rapport à l'ARFID, c'est que en fait, le SCOF peut tout à fait passer à côté d'un ARFID puisqu'il n'y a pas de préoccupation pondérale dans l'ARFID. Donc, ce questionnaire est intéressant pour faire du dépistage global, ou en tout cas du repérage global, mais pour l'ARFID est peu déterminant. Derrière, on a par contre, en cas de suspicion d'ARFID, un autre questionnaire de 9 questions, qui est quand même relativement court également, qui s'appelle le NIAST, donc le 9 Item ARFID Screen, qui, à travers ces 9 questions, va quantifier un petit peu les 3 différents profils. On en a parlé tout à l'heure, donc le profil plutôt sensoriel, le profil de peur des conséquences aversives de l'acte alimentaire, et puis le profil manque d'intérêt. Donc, ça va nous permettre, ce questionnaire peut permettre d'orienter déjà un petit peu plus précisément les interventions et il est faisable relativement rapidement puisque c'est un auto-questionnaire. Donc, pour les ados ou les adultes, il peut être fait directement par la personne et puis éventuellement par les parents pour les enfants qui seraient un petit peu plus petits. Et dans le cas d'un trouble du spectre de l'autisme diagnostiqué ou suspecté, on a un questionnaire qui est plus spécifique aux enfants avec TSA, donc qui s'appelle le BAMBI, le Brief Autism Mealtime Behavior
Inventory. Donc là, c'est un questionnaire avec 18 questions qui va justement aller chercher à objectiver les comportements problématiques au moment des repas. C'est un questionnaire parental, donc il est possible de le faire entre 3 et 12 ans, et qui va évaluer la sélectivité alimentaire de l'enfant, la rigidité et les réactions sensorielles, et puis les comportements disruptifs. Donc ça aussi, c'est un questionnaire dont il existe une version en français. Dans le cadre du parcours de Lucas, son parcours de soins, en fait, l'objectif, ça va être de l'aborder d'une manière un petit peu séquentielle, avec 3 phases. Une première phase d'à peu près 2 mois où on va d'abord essayer de prendre pour, d'aller à la priorité, c'est-à-dire de stabiliser Lucas médicalement s'il y a des carences, par exemple, ou s'il y a un déficit d'apport nutritionnel. On va engager la mise en place d'une supplémentation si elle est nécessaire. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que l'alimentation devienne suffisante quantitativement et sur une première partie de l'aspect qualitatif. Dans une deuxième phase, l'idée, c'est plutôt d'aller sur sur des thérapies qui vont être centrées autour de la thérapie comportementale et cognitive, avec les adaptations nécessaires pour des enfants ou des ados avec un trouble du spectre de l'autisme. Et on va aussi accompagner les parents, puisque la guidance parentale structurée autour de l'acte alimentaire et du repas va être primordiale dans ce type de situation. Et une fois que ces 2 premières phases auront été abordées et réalisées, on pourra aller vers des expositions alimentaires graduées et une généralisation justement de ces nouveaux comportements ou de cette nouvelle dynamique autour du repas dans des contextes sociaux. Donc les professionnels impliqués dans cette démarche, ils sont vraiment de tout type, avec une démarche qui va être transdisciplinaire entre le pédopsychiatre, le diététicien, le pédiatre, le psychologue, orthophoniste en cas de troubles des difficultés oromotrices, l'ergothérapeute et puis potentiellement d'autres en fonction des besoins de l'enfant ou de l'adolescent. Alors, l'autre trajectoire donc, qui est intéressante aussi, qu'on voulait vraiment aborder avec Nathalie, c'est vraiment l'idée que l'ARFID comporte aussi un risque d'obésité. On a tendance à penser que l'ARFID, c'est un enfant qui est plutôt mince, voire qui peut avoir une forme de dénutrition. Mais en fait, on peut tout à fait être en obésité et avoir un ARFID. Alors, il y a des événements qui mènent en fait à la prise de poids. Si vous avez un panel restreint alimentaire ultra transformé, ce qu'on voit assez souvent, notamment chez des enfants autistes, qui vont manger que des pâtes, que du pain blanc, des nuggets ou des frites, par exemple, vous avez un apport calorique qui va être élevé et une pauvreté en richesse en nutriments. Donc ça, c'est un premier facteur de risque. Vous avez aussi souvent un évitement des fruits ou des légumes, avec une alimentation qui est souvent donc déséquilibrée, le manque de fibres, etc. Et puis, il y a des signaux d'alerte aussi, donc à avoir bien en tête, c'est-à-dire qu'un ARFID, ne se voit pas toujours sur la balance. C'est-à-dire que le déséquilibre nutritionnel, il peut être masqué par un poids normal ou un poids élevé. On peut être, carencé et être en surpoids. Et ça, il faut bien l'avoir en tête aussi. On peut avoir besoin de supplémentation vitaminique ou autre, alors qu'on est en surpoids parce que notre alimentation ne comporte pas, finalement la richesse suffisante, et au contraire trop riche en apport calorique élevé. Donc le trouble, en fait, il y a une vraie vulnérabilité dans cette population parce qu'à la fois, ils sont rigides, par exemple, ils n'arrivent pas du tout à augmenter le répertoire alimentaire. Ils vont manger, par exemple, que des pâtes, des nuggets, et toujours les mêmes. Et en même temps, il y a un trouble interoceptif, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à ressentir la satiété, parfois à ressentir la faim, à ressentir aussi les émotions qui vont avec, parce que les émotions sont aussi un lien avec la prise alimentaire, et notamment dans des formes où il y a une difficulté à gérer les émotions, il y a une alimentation émotionnelle qui peut se mettre en place, et donc des enfants, des adolescents qui vont rechercher par l'alimentation, notamment ultra transformée, à apaiser des signaux interoceptifs dérangeants que sont les émotions. Et donc, ce risque d'obésité, si on le focus vraiment sur l'autisme, on voit qu'il y a des boucles, en fait, qui maintiennent ce risque d'obésité qu'il faut bien prendre en compte. À la fois, il y a une boucle physiologique. Si j'ai des difficultés interoceptives, j'ai plein de signaux à l'intérieur de mon corps, mais je n'arrive pas à les interpréter, comme par exemple l'absence de signal de satiété, qui peut être aussi, qui est masqué pour plein de raisons, mais qui peut aussi être masqué parce qu'il y a une charge aussi à la fois émotionnelle, une charge sensorielle, il y a une saturation en fait, du système nerveux. Ça favorisera aussi la suralimentation.
Il y a aussi l'aspect émotionnel dont on parlait. Si j'ai une difficulté à identifier mes émotions, ça c'est la lexithymie, j'ai une dysrégulation de mes émotions, j'ai des émotions qui sont très fortes, que j'ai du mal à calmer, plus je vis un isolement social, et bien effectivement j'ai des chances de me réfugier dans l'alimentation. Et enfin, il y a une boucle métabolique. On sait qu'il y a une iatrogénie importante dans l'autisme, notamment liée à la prise de neuroleptiques, surtout chez les garçons, lorsqu'ils sont enfants ou adolescents. Vous avez aussi des troubles du sommeil qui sont très fréquents dans l'autisme et qui sont pourvoyeurs de troubles métaboliques. Vous avez une dysbiose intestinale qui est bien documentée dans l'autisme et qui est elle aussi pourvoyeuse de syndromes inflammatoires et de risque d'obésité. Et puis, du coup, tous ces éléments cumulés les uns avec les autres se renforcent et donc favorisent la prise de poids. Les statistiques, elles sont sans appel. Dans le trouble du spectre de l'autisme, vous avez entre 30 et 40% de risque de surpoids ou d'obésité. Ce risque, il est accru avec le temps. C'est-à-dire que la part de normopondérale d'enfants et d'adolescents normopondéraux diminue avec le temps, versus une population générale, on est à 15 à 20%, donc on est nettement au-dessus. Et on est aussi sur des obésités plus précoces et surtout plus massives. Donc on va avoir des adolescents très obèses, des adultes très obèses. Et dans cette population-là, notamment qui recourt à la chirurgie bariatrique, il faut y penser. Je conclus. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'ARFID non traité peut évoluer vers un autre trouble des conduites alimentaires, qu'il soit sur le versant restrictif ou au contraire sur le versant compulsif. Donc, le dépistage systématique croisé entre l'ARFID et les troubles du spectre de l'autisme peut, pareil, quelque chose de vraiment très important pour justement pouvoir adresser les deux problématiques quand elles sont présentes, sachant que chaque année de retard allonge le traitement et que toute fenêtre développementale qui ne sera pas forcément, tout créneau qu'on ne prendra pas dans le développement de l'enfant pourra justement retarder cette prise en soin. Donc, les adaptations aux troubles du spectre de l'autisme ne sont pas optionnelles. Donc, dans toutes les démarches de prise en soin, ça sera aussi important pour nous, en tant que professionnels de santé, d'adapter notre prise en soin et les méthodes thérapeutiques qu'on propose aux spécificités des enfants et des ados avec un trouble du spectre de l'autisme. Et donc voilà, on Et vous laisse voici. nos contacts pour que vous puissiez évidemment venir nous poser des questions a posteriori. Je précise qu'on a choisi un cas masculin, c'est un cas qui est très semblable à un cas que j'ai eu récemment d'ailleurs. Mais il y a aussi des cas féminins, bien sûr, où on aurait pu tout à fait avoir une adolescente anorexique qui aurait pu souffrir dans l'enfance d'une obésité, par exemple, que ça aurait été un cas assez fréquent aussi. Donc on peut tout à fait répondre, si vous avez des questions sur les profils féminins, on a aussi beaucoup de réponses à vous apporter sur ce sujet. Et tu peux mettre le partage. Super, bah écoutez, merci beaucoup pour cette présentation hyper intéressante. Alors, en attendant peut-être que les participants mettent leurs questions voilà, sur le chat, moi j'en ai une. Alors moi je suis orthophoniste de profession, donc forcément je suis un petit peu, j'ai mon petit regard d'orthophoniste. Moi j'avais une question, est-ce que vous avez des billes à nous donner, nous quand on reçoit des enfants plutôt jeunes, pour savoir un peu comment faire la différence, de savoir si on est face à un enfant qui a un TAP ou un enfant qui a un ARFID? Alors on a un joli petit tableau qu'on pourrait peut-être présenter, je pense, vu que tu y as accès, Nathalie. Tu les Je as pense qu'on peut laissés. présenter ce petit tableau du coup. Attends, hop. Parce que c'est Évidemment, vrai que on a c'est une question qui arrive vite quand on commence un peu à s'occuper de ces enfants-là et à se plonger un peu dans tout ce qui concerne les troubles alimentaires pédiatriques. Et c'est vrai que cette question de l'ARFID, voilà, elle revient, enfin voilà, elle est quand même présente et il n'est pas facile ce diagnostic enfin, pas en termes de diagnostic, mais de savoir nous comment se dire, est-ce on a l'air d'être plutôt vers un TAP, plutôt vers un ARFID, et du coup, vers qui orienter, parce que du coup, on n'est pas sur tout à fait. Alors les là, mêmes orientations. c'est une question que on a fait une présentation dans ce sens-là à des pédiatres libéraux récemment, et c'est une Ouais, question qu'ils avaient aussi, hein. Comment on distingue l'ARFID d'un trouble alimentaire pédiatrique? Et du coup, on avait fait une présentation beaucoup plus longue puisqu'on avait eu beaucoup plus de temps. Donc, on va vous présenter du coup des éléments pour voilà, au moins comme ça, c'est très clair. On ouais, pourra aussi éventuellement ajouter des diapos en annexe s'il y a des choses qui vous intéressent. On a beaucoup travaillé avec Nathalie. On a un support qui est beaucoup plus riche en réalité, mais au vu du temps qu'on avait, on a essayé de faire quelque chose de bien très sûr, ouais, didactique. ouais.
Mais voilà, on a plein d'autres supports. Donc ça, c'est diapos qu'on avait fait pour vraiment montrer cette différence entre ces deux entités. Donc, Ok. je laisse Nathalie commenter d'ailleurs sur ces différences. Alors, du coup, le trouble alimentaire pédiatrique, il ne fait déjà pas partie d'une classification, enfin d'un diagnostic qui est dans le DSM-5. Donc, on est plutôt sur un diagnostic qui va être nosographique au sens large du terme par rapport à un diagnostic d'ARFID qui répond à une définition particulière justement dans le DSM-5 qui est le manuel des pathologies psychiatriques. Donc, du coup, en général, sur le trouble alimentaire pédiatrique, on a surtout des enfants qui sont concernés en dessous de 6 ans, alors que l'ARFID peut être à tous les âges, y compris à l'âge adulte. L'entrée clinique dans un trouble alimentaire pédiatrique, c'est plutôt une entrée fonctionnelle, comme le reflux gastro-œsophagien qu'on évoquait tout à l'heure pour Lucas, alors que l'entrée dans la FID, ça va plutôt être une difficulté comportementale ou psychique. Voilà, la plupart du temps, dans un trouble alimentaire pédiatrique, on a une cause organique qui est incluse dans la définition, alors que justement, dans l'ARFID, on n'a pas cette cause organique comme cause évidente. Et donc, c'est un peu ça aussi qui va faire la différence entre les deux. Dans le cadre du trouble alimentaire pédiatrique, la question de la préoccupation pondérale, elle n'est pas forcément adressée, mais en tout cas, dans le cadre de l'ARFID, on n'a pas cette préoccupation pondérale. Et les représentations par rapport à la pathologie sont relativement peu formalisées dans le trouble alimentaire pédiatrique, alors qu'elles sont vraiment internalisées. Et voilà, cette question de peur, de dégoût, d'anticipation, elle est vraiment très marquée dans l'ARFID. Ce qui relie les deux, c'est qu'en fait, un trouble alimentaire pédiatrique, comme on l'a vu là, peut tout à fait se transformer ou en tout cas aboutir à un ARFID sur des âges un petit peu plus élevés. Parce que justement, même quand on a résolu la problématique organique, du coup, on se retrouve avec ces peurs qui sont voilà, qui sont bien ancrés. Le reste, enfin, alors, le passage de l'ARFID au trouble alimentaire pédiatrique, il est un petit peu plus rare, mais en tout cas, des ARFID qui pourraient engendrer justement des expériences encore plus aversives par rapport à l'alimentation peuvent parfois poser problème dans le développement normal des fonctions neuromotrices chez les enfants. Et dans ce cas-là, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une peur, mais derrière, qui va empêcher le développement normal de la motricité et engendrer une cause organique finalement. Du coup, ça voudrait dire qu'il serait possible d'avoir un enfant qui ait les deux. En tout cas, il y a, si tu me corriges, Nathalie, mais il y a une zone il y a une zone de flou parce qu'il y Ouais. a une zone qui est en transition. C'est-à-dire pendant que l'enfant, il mémorise que manger est une expérience douloureuse, désagréable ou source d'anxiété, la peur de l'étouffement, la peur d'avoir mal au ventre, etc. L'ARFID va se constituer, il y aura une zone de chevauchement dans cette constitution-là. Ouais. Oui, tout à fait. Le temps de disparition, entre guillemets, du trouble organique, en fait, on a un peu un chevauchement. Donc, oui, ça peut être relié et se recouper à certains stades de développement de l'enfant. Et du coup, quand tu dis cause organique, ça veut dire que, enfin, si j'ai bien compris, pour le TAP, ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait forcément une cause organique. Oui, Oui, ça fait exactement. C'est partie de la vraiment la définition. définition du TAP. C'est qu'il faut qu'il y ait une cause organique. Ok. Parce que moi, j'avais en tête que la définition du TAP, c'était un ou plusieurs des 4 domaines, mais pas forcément celui-là absolument. Oui, après, la plupart du temps, justement, pour faire la différence entre l'ARFID et le trouble alimentaire pédiatrique, on utilise la plupart du temps cette Ouais, présence ou non d'une cause organique. ok. C'est vrai que ça a été mieux structuré dans la définition en 2019, là. Mm, Oui, c'est ça. Ouais. la Mais c'est définition de... cette définition-là. Alors après, peut-être que les termes sont un peu ambivalents, mais c'est vrai que j'avais en tête le côté perturbation orale, comme vous avez dit, etc., par rapport à l'âge de l'enfant et tout, avec un ou plusieurs des quatre Mm. composants, voilà, enfin médical, nutritionnel, compétences motrices et retentissement psychosocial. C'est plus une... Alors, on est vraiment sur des choses qui sont très voisines l'une de l'autre. Ouais, Après, globalement, moi, dans l'approche, c'est vraiment cause organique. On est systématiquement dans un trouble alimentaire pédiatrique.
Quand il y Oui, en a plus, là, pour le coup, on va plutôt être sur de l'ARFID, mais voilà, ça reste aussi une interprétation un petit peu de la définition de Godet, oui, en fait, qui reste ouais. assez large, quoi. Ouais, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, si on a une cause organique, en fait, ça élimine d'office l'ARFID. C'est plutôt comme ça qu'on peut le voir, du coup, ouais. Dans Ok, parce l'ARFID, il y a normalement pas de cause il y a organique. normalement pas de cause organique, ouais. Alors, du coup, tiens, je vais remonter un peu les questions. Il y a Morgane qui demande qui diagnostique l'ARFID. C'est un diagnostic qui relève du DSM-5, donc pour moi, c'est un diagnostic psychiatrique, mais Amandine, tu... Oui, oui, en théorie, alors c'est toute la difficulté, c'est que la vérité, c'est que la plupart des pédopsychiatres sont pas du tout, enfin, c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné et c'est assez peu connu encore des pédopsychiatres. Donc souvent, c'est plutôt des pédiatres qui vont poser ce diagnostic. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'on sous-diagnostique encore beaucoup parce que on est peu à être documenté et compétent sur le sujet, hein. Ok, Donc c'est encore beaucoup, je pense, des pédiatres qui posent ce diagnostic, même si effectivement ça pourrait. Alors ça peut être un pédiatre, hein, et ça peut être un pédopsychiatre, pour le ok. coup. Et j'ai une autre question qui demande s'il peut y avoir un ARFID sans un TAP. Oui. Ouais. Typiquement, une expérience traumatisante par rapport à l'alimentation, un enfant qui Mhm. s'étouffe ou qui va voir quelqu'un à côté de lui faire une fausse route et manquer de Mm. s'étouffer, ça peut engendrer un ARFID derrière sans qu'il y ait de problème médical. Ouais, en fait, il y a une notion traumatique un peu, du coup, Ouais, tout à Oui. fait. ouais, Ouais. dans l'ARFID, ouais. En Ok. fait, dans l'ARFID, c'est pas obligatoire, hein, la notion traumatique. Ça peut être Non, aussi, si je suis un enfant qui est autiste et qui a un trouble de la sensorialité, effectivement, je peux développer un ARFID plutôt sensoriel. Mais on a des ARFID qui sont traumatiques, effectivement. Des enfants qui ont cru s'étouffer ou qui ont vu effectivement un proche étouffé. Complètement. Il y a une autre question encore qui dit, enfin, quelqu'un qui demande, le TAP ne peut-il pas être lié juste à un problème sensoriel? Je pense en parlant du domaine compétences un peu orosensorimotrice, je suppose. C'est vrai que, c'est vrai que dans la définition, telle que, c'est vrai que nous, on l'a comprise, on était. On avait vraiment cette notion de domaine. Quand on regarde, en fait, il y a les compétences alimentaires, psychosociales, médicales. Euh, Nous, enfin, c'est vrai que dans le TAP, en fait, l'aspect purement sensoriel, c'est pas ce qui nous semblait ressortir. Ouais. Je sais pas ce que Donc, tu en penses, Nathalie, mais moi, pour moi, c'est pas ce qui ressortait du tout de la définition. non, globalement, enfin, là aussi, c'est une interprétation des publications. Aujourd'hui, le consensus sur la notion de trouble alimentaire pédiatrique, il n'y a pas, enfin voilà, il y a une définition qui a été proposée en 2019, mais il y a encore des publications qui sont sorties en 2025 où justement les chercheurs qui se sont mis autour de la table essayaient de poser un petit peu le débat. Et j'essaye de retrouver une autre diapo, mais je ne suis pas sûre qu'on l'ait laissée, non. Mais peut-être En plus. fait, cette question médicale, à mon sens, c'était vraiment le point de bascule, entre guillemets, entre le TAP et l'ARFID. C'était vraiment, est-ce qu'il y a une cause organique ou pas? Maintenant, ça reste encore des définitions sur lesquelles, comme on le disait tout à l'heure, il y a une espèce de recouvrement qui n'est pas forcément hyper drastique, enfin hyper facile à segmenter. Toujours est-il que de toute façon, dans l'approche, j'allais dire, de soins par rapport aux enfants, quelque part, comment dire? Le fait que ça soit un trouble alimentaire pédiatrique ou un ARFID, dans l'absolu, on va aller un petit peu dans le même type de soins, sauf que quand va avoir une cause médicale, on va déjà essayer de commencer par traiter la cause médicale. Mais quelque part, après, une partie du travail sera équivalent, une partie du soin, de la prise en soin, l'aspect nutritionnel, l'aspect développement des compétences alimentaires, ça va être de la même, enfin voilà, ça va nous amener au même, à des prises en soin qui vont être voisines, entre guillemets, ou cousines en tout cas. ouais, là, si j'ai bien compris, en fait, la question portait plus sur les aspects sensoriels, en fait. Enfin, si j'ai bien compris, je pense que la personne voulait savoir si on pouvait enfin, être en présence d'un TAP avec des symptômes uniquement sensoriels et pas forcément oromoteurs.
Je pense qu'en pratique, parce que C'est souvent plus, les TAP, en fait, en général, ils arrivent très tôt, notamment chez les enfants préma, hein. Beaucoup Ouais, d'enfants préma qui ont été sondés, qui ont eu du mal avec tout ce qui est effectivement, tout ce qui est tété, et cetera. En général, effectivement, on a quand même beaucoup de TAP qui suivent une prématurité ou des éléments qui ont nécessité une alimentation, par son nasogastrique et du coup, la question de la sensorialité à ce stade, souvent, elle apparaît pas. Déjà parce que l'enfant est pas en âge de le dire. S'il y en avait, il est pas en âge de le dire. Ce qui va le plus alerter, c'est ce qui se voit de l'extérieur. La sensorialité n'est quelque chose qui ne se voit pas tout de suite, hein. Peut-être ça existe, mais en fait, le parent le voit pas et l'enfant peut pas le verbaliser. Et l'étape, on est vraiment sur des difficultés dès la naissance et sur les premières années de vie. C'est des parents mm, qui vous disent histoire de douleur tout le temps, il y a des reflux en permanence. Effectivement, quand on commence à diversifier, il veut pas. C'est vraiment des choses. Ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il y a de la sensorialité, mais en fait, c'est compliqué de le savoir ouais. parce qu'ils sont tout petits et qu'ils parlent pas. Oui, et puis qu'en plus à cet âge-là, les aspects oraux, sensorimoteurs sont quand même vachement liés aussi. Exactement. je Et c'est tolère ça qui pas est une texture, compliqué. donc j'arrive pas à Ouais, la manager entre guillemets dans la bouche. ouais, Ouais. Qui de l'œuf ou de la poule entre les deux là-dedans, et c'est pas forcément toujours simple à savoir non plus. ouais, 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 tout à fait. Je continue à dérouler un peu les questions. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a une posture professionnelle plus adaptée, enfin, y a-t-il une posture professionnelle plus adaptée lorsqu'un repas est partagé avec un jeune atteint d'ARFID? Alors, c'est une excellente question. Si c'est dans le cadre de repas, en collectivité, entre guillemets, si c'est par exemple dans un service où les repas sont partagés, c'est toujours une question de trouver la juste place par rapport essayer d'encourager l'enfant, d'avoir un soin particulier pour essayer de créer autour de lui l'environnement le plus, apte possible, pour qu'il puisse manger, et faire des expériences, pour élargir son champ alimentaire, et en même temps, le fait d'avoir tout un groupe à gérer. Donc ça, si la question, c'est dans une structure, où les repas sont pris en commun, bah, en fait, il faut suffisamment de personnes pour pouvoir arriver à avoir une approche individualisée de l'enfant, avoir une approche qui va être plutôt à proposer des choses qu'à imposer, à exposer de manière progressive l'enfant, au fait de manipuler déjà les aliments, au fait de les sentir, au fait de les, enfin voilà, il y a tout un tas d'étapes, dans le processus qui s'appelle le chemin jusqu'à la bouche, qui va être, justement d'essayer de familiariser l'enfant petit à petit. Mais si c'est dans un cadre de structure, institutionnelle, bah, c'est pas toujours facile à faire. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de développer un petit peu en général la guidance parentale pour que les choses puissent être aussi amenées à la maison, et d'amener les parents à être aussi acteurs du soin. Alors je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais en tout cas le fait de ne pas forcer, le fait de proposer aux enfants, quelque chose qui va être plutôt de l'ordre du ludique. On peut aussi essayer d'utiliser des aliments facilitateurs, c'est-à-dire que si on sait que par exemple l'enfant il aime bien, les pâtes, ben, on va proposer un petit bout de steak haché avec les pâtes, et on va essayer de faire en sorte que les 2 soient mangés dans la même bouchée. Ça peut être ça aussi. Mais c'est surtout une démarche où on se doit d'essayer de proposer et pas d'imposer. Et moi, je compléterais ce que d'un point de vue clinique pour le coup, parce que moi je suis dans mon activité aussi des adultes autistes avec troubles alimentaires et ce qui ressort, c'est qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui avaient un ARFID dans l'enfance, alors des adultes notamment en situation d'obésité, et qui expliquent qu'on les a, qui étaient plutôt des petits mangeurs et qu'on les a forcés et qu'ils ont, eu en fait une dérégulation de leurs sensations, de satiété, de leurs sensations, par rapport à l'alimentation, du fait d'avoir été forcés et que, ça a participé, selon un certain nombre d'entre eux, à, une partie de leur obésité. Parce Mmh. qu'ils ont perdu le contact avec leurs sensations, avec, leur façon à eux de manger et que ça avait été très délétère et ça m'a marquée et je me suis dit: «Effectivement, il faut pas forcer». Le travail de la diététicienne est très important justement, ce que tu fais toi Nathalie, hein, des expositions progressives, respectueuses. Je pense que ça peut être un travail avec la guidance parentale aussi pour que les choses que tu appliques soient aussi, transposées à la maison. En tout cas, ne pas forcer, ça c'est sûr. Il faut savoir que dans les adultes, là aussi, avec un trouble du spectre de l'autisme, qui ont pu avoir des difficultés avec leur alimentation, il y a des choses qui sont, enfin,
Moi, j'en connais une bonne partie qui ont des expériences ressenties comme extrêmement traumatiques par rapport à des Mmh. choses qui peut-être aussi sur d'autres patients n'auraient pas forcément été ressenties de la même manière. Mais il faut quand on parlait de soins adaptés, dans l'approche par exemple de l'anorexie mentale, il y a des approches qui ont été développées spécifiquement pour les personnes souffrant, enfin vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, parce qu'on s'aperçoit qu'il faut prendre en compte les particularités, ce côté, besoin de prévisibilité, le besoin de temps, le besoin de confiance, le besoin de répétabilité. Donc ça, c'est vraiment des choses aussi, il faut voir l'aspect alimentaire, mais aussi la spécificité du TSA qui nécessite d'adapter le soin. J'ai une autre question, quelqu'un qui demande s'il y a un service spécialisé dans le diagnostic d'ARFID à Paris. Est-ce que vous avez des... Alors moi, j'ai eu la chance de faire un stage, à l'hôpital Robert Debré. Il y a un service qui va en particulier adresser les enfants, qui vont être en déficit nutritionnel, dans le cadre de l'unité qui est, dirigée par le docteur Storder et le docteur, Hérol. Et donc du coup, c'est en parallèle de l'unité qui s'occupe des anorexies mentales, à début précoce. Donc voilà, pourquoi pas, les, les contacter. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais prendre encore une ou deux questions parce qu'on arrive au terme de notre présentation. Il y a quelqu'un qui demande aussi un enfant atteint d'ARFID n'est pas forcément porteur d'un TND. Non, Non, tout à Non, fait. pas On peut avoir un forcément. ARFID sans TND et un TND sans ARFID. sans ARFID. Et la En fait, différence entre un... Pardon. alors juste pour vous donner un ordre d'idée, après les études, voilà, elles sont faibles, il n'y en a pas beaucoup, mais on estime que parmi les patients qui ont un ARFID, il y en a à peu près 16% qui auraient un autisme, et parmi les personnes autistes, 11% un ARFID. Donc c'est pas négligeable parce que c'est bien au-dessus de la population générale, et c'est pas obligatoire comme on le voit, parce que c'est pas 100% du tout. Ouais. Et puis il y a d'autres TND hein, qui sont très fréquents dans les ARFID, hein, les TDAH notamment. Donc faut aussi avoir en tête que c'est pas que l'autisme, hein, qu'on peut retrouver dans les ARFID, hein. Mais effectivement, un ARFID ne veut pas dire toujours un TND, heureusement, et un TND ne veut pas toujours dire un ARFID. Et je vais prendre une dernière question. Du coup, la différence entre un ARFID et un TCA. Alors je laisse Nathalie. Alors l'ARFID fait partie de la grande famille des troubles des conduites alimentaires, puisqu'il fait partie justement de cette partie du DSM-5 qui est liée au comportement de l'alimentation, enfin lié à l'alimentation. Après, en général, quand on parle de TCA, on pense plus anorexie mentale, boulimie nerveuse et puis hyperphagie boulimique. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres troubles qui sont définis cliniquement parlant et dans ce fameux DSM-5. Et l'ARFID est défini depuis 2013, je crois, dans ce manuel-là. Donc, l'ARFID est un TCA, dont on parle moins, mais c'est un TCA. Ok. C'est ça, c'est un TCA, mais qui n'est pas de ceux qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire on connaît beaucoup effectivement l'anorexie, la boulimie, le binge eating disorder, et en fait ça en fait partie, effectivement, c'est un trouble des conduites alimentaires, mais qui est différent, et qui peut évoluer vers un trouble alimentaire plus classique qu'on connaît. C'est à partir du moment où la préoccupation autour du poids va venir Mm. s'installer que là, du coup, on verra vraiment la bascule entre l'ARFID et un autre trouble, puisque l'ARFID, c'est vraiment déconnecté de toute préoccupation par rapport à l'image corporelle ou au poids. Et Et est-ce c'est que... Alors, pardon, vas-y, Allez-y, vas-y. allez-y. Non, je réfléchissais en même temps que je vous écoute. Est-ce que, enfin, même si pour l'instant le TAP ne fait pas partie d'une classification internationale, est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de se dire que le TAP, en fait, serait peut-être justement quelque chose de plus développemental par rapport à un ARFID, qui serait du coup quelque chose de plus lent des troubles des conduites alimentaires, du coup? Mm. C'est C'est compliqué parce que le TAP, quand par exemple c'est de la prématurité qui est en cause, c'est très fonctionnel, quoi. Je ne sais pas si on peut parler d'un trouble neurodéveloppemental dans le sens où c'est plutôt une conséquence de la prématurité. Oui, Tu vois ce que tu en mais penses, parfois on Nathalie? a en clinique, on peut avoir des enfants présentant en tout cas des symptômes correspondant aux critères diagnostiques du TAP, mais qui sont pas forcément grand préma, en fait, entre guillemets, Oui, qui auraient un bien TAP sûr. isolé de, voilà, effectivement, de toute cause fonctionnelle ou
Le problème du TAP, c'est que finalement, une lecture très fonctionnelle, très extérieure au vécu du patient en réalité. L'ARFID est déjà beaucoup plus en lien avec le vécu, parce que l'enfant est en âge dans les questionnaires de commencer à dire ce qu'il vit. Et dans le TAP, on est finalement de l'extérieur sur quelque chose qui se voit, qui est très fonctionnel. Et donc, dedans, il y a sans doute peut-être du neurodéveloppemental et il y a aussi d'autres trucs. C'est un peu un fourre-tout finalement. C'est ça qui est un En peu fait, elle est assez compliqué. large, cette définition, finalement. Mais d'ailleurs, oui, Oui, c'est très pour ça large. d'ailleurs que pour l'instant, elle n'entre pas dans les manuels parce que je pense elle est trop peu spécifique encore. Même s'il y a eu un travail de fait pour la rendre plus spécifique, ça reste encore assez large. Ouais, c'est ça. Ok, en tout cas, merci beaucoup vraiment pour cette présentation très très intéressante et puis pour vos réponses à toutes nos questions. Donc le replay sera voilà, disponible dès qu'on aura fait le montage pour toutes les personnes inscrites et dans un deuxième temps sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis vous pouvez aussi voilà, trouver nos prochaines présentations. On aura, je me permets de faire une petite pub pour vous, un prochain webinaire cet automne avec le docteur Turc sur voilà, les risques d'agression sexuelle envers les enfants à risque, les enfants vulnérables. Voilà, ce sera une thématique d'un prochain webinaire aussi qui est qui est vraiment une question très intéressante et très préoccupante pour toutes les personnes qui accompagnent ces enfants-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en tout cas à la newsletter pour avoir le programme des prochains webinaires. Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci encore Nathalie et Dr Turc pour cette présentation. Et puis à très bientôt au détour de nos webinaires. Merci à tous.